Bonjour Ségolène Royal. Bonjour. Vous êtes bien sûr ancienne candidate à l'élection présidentielle, ancienne ministre du Développement durable. On va parler de la COP30 qui vient de s'ouvrir au Brésil et puis surtout de votre livre qui s'appelle « Mais qui va garder les enfants » chez Fayard. C'est un livre pour les générations qui arrivent. Oui. D'abord, un mot sur l'actualité. En 2007, vous affrontiez Nicolas Sarkozy qui va gagner l'élection présidentielle face à vous. Nicolas Sarkozy qui est libéré aujourd'hui et qui va aller en appel. Quelle est votre réaction à cette libération de Nicolas Sarkozy ? Je pense que la libération était attendue. Elle correspond d'ailleurs à la jurisprudence et au fonctionnement des tribunaux. Donc je n'ai pas de commentaire particulier à faire, si ce n'est sur la désolation devant le monde entier, qu'un ancien président de la République ait pu être condamné pour corruption et pour tricherie dans une campagne présidentielle. Ça fait quand même mal au cœur dans un pays qui donne des leçons de démocratie au monde entier et qui surtout a mis en place des financements publics des campagnes électorales. Donc les électeurs et les citoyens sont en droit d'attendre des campagnes électorales honnêtes, sans dépasser les comptes de campagne et sans aller chercher de l'argent ailleurs, surtout dans des régimes auprès de terroristes. Et c'est ça qui est désolant par rapport au devoir moral d'exemplarité de la République française. Oui, 3 semaines de prison pour un ancien président de la République, c'est inédit. Bien sûr que c'est inédit. C'est même très troublant. Vous voyez, mon livre qui porte sur les angoisses de la nouvelle génération, qui est confrontée même à un événement comme ça. Où sont les repères ? Je veux dire, si ceux qui nous dirigent et qui nous président et qui ont cette chance ne sont pas en même temps des repères de l'ordre républicain et de l'exigence morale. C'est très déstabilisant pour les jeunes. Oui, ça vous a surpris, cette incarcération de Nicolas Sarkozy, qui est toujours, je précise, présumé innocent, puisqu'il a interjecté appel. Je pense qu'il n'y a pas à être surpris d'une décision de justice. Je rappelle que parfois ça a été caricaturé. Il y a plus d'une centaine de magistrats. Ce n'est pas une magistrate seule qui en plus a été attaquée, menacée. Et il y a une centaine de magistrats au cours de l'ensemble des procédures, puisque Nicolas Sarkozy a utilisé tous les moyens de droit, c'est son droit, l'appel, la cassation, y compris sur chaque élément de procédure. Donc c'est pour ça que ça a duré 20 ans. C'est pas parce que la justice est lente, c'est parce qu'il a utilisé à chaque fois tous les recours possibles et imaginables pour retarder la décision. Et au total, le procureur le rappelait, il y a plus d'une centaine de magistrats qui se sont prononcés dans cette affaire. Donc je crois qu'il faut respecter la décision de justice, ne pas la remettre en cause, ne pas faire en sorte que les coupables se transforment en victimes et que finalement la décision de justice, c'est ce qui a sauvé la République française. Parce que les gens à l'extérieur se sont dit, finalement, la justice arrive quand même à fonctionner malgré ce pouvoir. Et c'est ça qui a sauvé la dignité de la République française. Oui, Nicolas Sarkozy qui a témoigné déjà avant de sortir de prison en disant que la prison était très dure, très éprouvante, qu'il avait souffert, qu'il avait découvert finalement ce que les prisonniers subissent. Et là, il va sortir. Vous dites, quel témoignage il peut apporter de ça ? Moi, ce que je retiens surtout, c'est la souffrance des familles des victimes de l'attentat du DC-10. Dont on a finalement très peu parlé. Il y a eu 170 morts, dont plusieurs dizaines de Français, qui ont été partis à ce procès, qui avaient découvert donc, que les proches de Nicolas Sarkozy, dont un ministre, allaient rencontrer un terroriste qui était sous mandat d'arrêt international pour soutirer de l'argent, pour frauder dans une campagne. Et ça a été terrible. Et donc la condamnation, c'était aussi une façon de réparer le mal qui a été fait à ces familles. Oui, dans ce livre, vous parlez, je vous cite, d'abominables tricheries concernant cette campagne électorale. Vous dites aussi qu'en plus de la tricherie financière, il y a eu des opérations de barbouzerie dont vous avez été, dites-vous, victime et dont vous accusez directement l'ancien chef de l'État. Non, dont j'accuse au moins son équipe de campagne, puisque les plans de mon domicile ont été retrouvés chez le directeur de renseignement de l'époque, M. Squarcini. Et c'est vrai que mon domicile, d'ailleurs la presse en a fait écho, a été mise à sac 3 fois à des périodes clés des campagnes politiques. Les ordinateurs de mes équipes ont été dérobés toute la même nuit, le même jour. Donc il y a eu en effet des opérations en plus physiques de déstabilisation pendant cette campagne, de barbouzerie, oui. Oui, vous avez le sentiment que cette élection a été quelque part volée, que vous avez été victime de ça ?
si vous voulez, en tout cas, la décision de justice qui montre qu'il y a eu une fraude financière massive. D'ailleurs, tous les observateurs nationaux et internationaux de la presse avaient observé l'écart entre la différence de moyens. Et vous voyez, la réparation morale théorique aurait dû être l'inversion finalement des résultats, si j'ose dire. Au moins, les Français auraient une présidente honnête et peut-être avec un bilan supérieur à celui qui a été laissé. Et en tout état de cause, toute tricherie dans une campagne est à la fois comment dirais-je, une trahison des propres électeurs de Nicolas Sarkozy, parce que si ceux qui l'ont désigné à la candidature avaient su ça avant, il n'aurait pas été désigné. Et donc je pense aussi aux électeurs de Nicolas Sarkozy et bien sûr à mes 17 millions d'électeurs qui ont découvert après coup que finalement la campagne n'était pas à armes égales. Mais vous pensez qu'il en est directement responsable de cette tricherie, ce que le tribunal n'a pas reconnu, puisqu'il n'a pas prouvé qu'il ait pu avoir connaissance de ces faits? Mais ce que le tribunal a simplement dit, c'est qu'il ne pouvait pas ignorer les contacts de ses proches avec un État terroriste et avec un terroriste, et il ne pouvait pas. Et le tribunal a démontré qu'il y avait en effet des rapatriements d'argent liquide qui ont servi à la campagne de Nicolas Sarkozy, et donc effectivement que ça suffisait pour établir la fraude électorale. Oui, on va commémorer les 10 ans des attentats du Bataclan, du Stade de France, des terrasses à Paris. Terrible, ouais. Hein, et là, c'est une déstabilisation de toute la région qui est la cause aussi de ces attentats. Bien sûr, puisque tous les bombardements en Libye ont considérablement déstabilisé cette région et ont été à l'origine de la création et de l'exaspération de mouvements terroristes qui ont mis du temps et qui ont fini par se venger. Et aujourd'hui encore, toute cette partie du monde est en état de désespérance et de chaos indescriptible. Et ça a impacté d'ailleurs tout le continent africain. C'est l'élimination de Kadhafi en particulier ? Oui, l'intervention en plus, oui, bien sûr, le bombardement, l'intervention qui a eu lieu à ce moment-là, bien sûr. Bien sûr, ça a été reconnu, ça a même été dit par Barack Obama en disant que ça avait été une décision catastrophique de la part de Nicolas Sarkozy. Et les conséquences sont encore là. Oui, quel sentiment on a 10 ans après Ségolène Royal, 10 ans après ces événements? C'est terrible. Quand on voit le témoignage des familles, c'est effroyable, quoi. C'est épouvantable. Et quand on se dit que finalement, ce n'était pas une fatalité, il faut gérer autrement les relations internationales. Et c'est ça qui est très dur. Et d'ailleurs, globalement, pour en revenir à la thématique du livre, tous ces événements, toute cette réminiscence des événements sont aussi très déstabilisatrices pour la jeunesse d'aujourd'hui. Quand je dis qui va garder les enfants, c'est bien sûr qui va garder les enfants de la patrie, d'une certaine façon, hein, qui va garder les enfants et qui va apaiser leurs angoisses, leurs craintes. Vous savez, pendant 2-3 jours, là, j'étais à Brive, à une dédicace de livres, mais tout le monde m'a dit la même chose. Vous savez ce que les gens m'ont dit? Mais où va-t-on? Mais qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? Et les jeunes me disant, mais on est tellement angoissés, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Or, il y a une fierté d'attachement au modèle français, au modèle social français, à la culture française, à tout ce qui fait ce que nous sommes. Et aujourd'hui, on a l'impression que tout se délite, qu'il y a une espèce de décadence, de décomposition. Mais ce n'est pas une fatalité, ça. Dont la classe politique est responsable, diriez-vous, aujourd'hui? Par définition, un pays est confié à la responsabilité politique des décideurs. Donc, par définition, ils ont une responsabilité, ou alors il faut qu'ils fassent autre chose. Vous voyez, mais même sur la COP, regardez ce qui se passe sur la COP. On a fait la COP 30 qui ouvre à Belém au Brésil. Pourquoi est-ce qu'il y a encore ces grandes réunions internationales qui ne servent pas à grand-chose, qui coûtent très cher? Il y a quand même des dizaines de milliers de gens qui se déplacent. Il y a l'accord de Paris qui a été fait maintenant il y a 10 ans. Donc, normalement, au lieu de faire encore des grandes réunions internationales où se succèdent des discours qui coûtent très cher, qui ont un bilan carbone catastrophique, mois après mois, il devrait y avoir un ordre du jour régulièrement sur les 70 coalitions qu'on a mis en place à ce moment-là, opérationnelles, c'est-à-dire les énergies renouvelables, le transport, la forêt, l'océan, le bâtiment, etc. Et voir mois après mois ce que les pays font effectivement. Il faudrait quelque chose de très opérationnel, de dématérialisé, de réunions à distance, où on rendrait compte régulièrement de ce qu'il y a. La COP 30 ne sert à rien, diriez-vous? Ça ne sert plus à rien, les COP.
Au contraire, c'est même souvent un prétexte pour ne rien faire. C'est-à-dire, on dit, on va attendre la prochaine COP, on fera le discours à la prochaine COP. Quand vous entendez à cette COP-là, on dit, oui, il y a l'accord de Paris, il faut passer à l'action. Attendez, ça fait 10 ans, oui. L'accord de Paris. Heureusement, d'ailleurs. Il n'y a pas eu les progrès attendus. Mais si, mais c'est ces progrès-là qu'il faut voir. Je vous donne un exemple. Il y a la coalition géothermie, oui ou non. Dans quel pays est-ce qu'on est monté en puissance sur la géothermie? Les énergies, toutes les énergies renouvelables. Il y a une coalition spécifique. Le bâtiment, l'isolation du bâtiment, la forêt, la replantation, la biodiversité, la question de l'océan. Donc il y a 70 actions opérationnelles. Donc ce qu'il faut, c'est des tableaux de bord maintenant, mois après mois, pour que chaque pays puisse dire, voilà ce qu'on a fait, voilà pourquoi aussi on est en difficulté pour faire telle et telle chose, voilà comment on lève les obstacles. Donc c'est quelque chose de très opérationnel, de créateur d'activités et d'emplois. Et je vais vous dire, la question climatique, c'est à la fois un problème majeur et c'est en même temps une solution majeure. C'est là où on peut à la fois sauver les économies, limiter les migrations, lutter contre l'extrême misère, gérer la question de l'eau, accéder à une agriculture durable. C'est des solutions à l'intérieur de la lutte contre le dérèglement climatique. C'est ça qui est extraordinaire sur ce sujet-là. Oui. Vous voyez, et donc il faut le prendre à bras-le-corps. Regardez en France, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des grands chantiers d'isolation des bâtiments que j'avais lancés d'ailleurs quand j'étais ministre de l'Environnement, qui ont été interrompus. J'avais créé le crédit d'impôt. 8 000 € de baisse d'impôt pour les gens qui faisaient des économies d'énergie et 16 000 € pour une famille, pour un couple. C'était pas efficace, ça. C'était très efficace. Ça coûte rien administrativement. Ils ont remplacé ça par des systèmes de chèques qui sont fraudés, qui sont truandés. Les entreprises ne sont pas payées. Pourquoi ? Oui. Pourquoi casser ce qui marchait bien, vous voyez ? Là, en ce moment, on parle budget, recettes, sécurité sociale à l'Assemblée nationale, pas de majorité, mais le Parti socialiste qui permet au gouvernement Le Cornu de rester finalement en place. C'est une bonne chose, cette stabilité-là ? Je pense que le Parti socialiste a fait ce qu'il fallait, notamment en obtenant la suspension de la réforme des retraites. Moi, je ne serais pas allée jusqu'à rentrer dans cette course à la fiscalité. Je pense que la question fiscale et le fait d'entendre, que les gens entendent qu'il va y avoir plus d'impôts, alors que déjà nous sommes dans un pays surimposé. Il y a un problème de justice fiscale, ça c'est vrai. Mais j'aurais préféré qu'on reporte ces sujets-là à l'élection présidentielle plutôt que de courir là sur toujours plus d'impôts. Ça passe, je pense, très très mal auprès des gens. Et puis la deuxième chose, c'est qu'à force de passer des heures et des heures sur ces débats, parce qu'ils prennent beaucoup de temps, on passe à côté des sujets cruciaux. Aujourd'hui, le sujet crucial, c'est la hausse des prix. On nous raconte qu'il n'y a pas d'inflation. C'est pas vrai. Si vous faites vos courses, vous voyez très bien qu'il y a une hausse du prix des produits alimentaires. Ça, c'est une vraie angoisse pour les Français. Ils ont eu peur, on vient de leur dire, les découverts bancaires seront interdits de la part d'un gouvernement qui a fait 3 000 milliards de dettes. Interdire les découverts bancaires, alors finalement, il paraît que c'est faux, etc. Mais on fait peur aux gens, ça c'est inadmissible. Et puis le coût de l'énergie. Il faut sortir du marché européen de l'énergie pour que les Français payent l'électricité au niveau de la productivité, de la productivité énergétique française. Et ça, c'est pas normal qu'on nous impose de nous imposer sur l'Allemagne, par exemple, pour augmenter les prix de l'énergie. Ça, c'est l'élection présidentielle va devoir trancher aussi tous ces sujets. On voit aujourd'hui que le Rassemblement national et la France insoumise votent contre, veulent la chute d'Emmanuel Macron, tandis que le Parti socialiste, macroniste, centriste, républicain, maintiennent finalement le cap. Oui, parce que le coût d'une dissolution aurait été très important économiquement. Il y aurait une incertitude économique violente. Et ça, on ne peut pas se permettre ça dans un pays comme le nôtre aujourd'hui, aussi fragile, avec une dette telle qu'elle a. Mais ce qu'il faudrait, c'est que le gouvernement arrête de faire des bêtises aussi, parce que l'accord avec le Mercosur sur les agriculteurs... Emmanuel Macron est pour désormais. C'est quand même inadmissible. À la COP 30, en plus le contraste est quand même flagrant, à la COP 30, il annonce qu'il va y avoir l'accord avec le Mercosur, c'est-à-dire des transports de nourriture, notamment issus de l'élevage, qui vont traverser, qui viennent des antipodes, avec un bilan carbone catastrophique, des normes sanitaires inférieures aux nôtres, une concurrence déloyale avec nos éleveurs, mais c'est inadmissible. C'est inadmissible. Déjà, on a la destruction de tous les bourgs-centres, avec la destruction de toutes les filières textiles et de tout le commerce, finalement, de proximité, à cause des ventes sur les plateformes, qui n'intègrent pas
Est-ce que vous trouvez normal que le patron d'Amazon soit si riche? C'est pas normal. C'est absolument normal. Il y a un siphonnage de la création de valeur sur ces plateformes. Pourquoi? Parce qu'elles ne payent ni la pollution qu'elles engendrent, ni la pollution des transports, ni l'utilisation des routes. Enfin, après, il faut bien mettre les paquets sur les camions. Les camions, ils empruntent les routes. Ils ne payent pas les routes, Amazon. C'est le contribuable français qui paye les routes, et ça dans tous les pays. Ni la gestion des déchets. Oui. Par exemple, le recyclage des déchets, des emballages. Qui paye ça? C'est notre taxe d'enlèvement des déchets. Donc si ce qui venait des plateformes internationales intégrait la totalité des coûts de gestion, de transport, de pollution, de réchauffement climatique, de gestion des déchets, d'utilisation de l'eau, mais ils ne détruiraient pas nos commerces. Il faudrait interdire Shein, la plateforme qui a vendu des poupées pédopornographiques. Mais bien sûr, mais c'est avant qu'il fallait le faire. Il le savait, le gouvernement. Là, il se précipite aux douanes c'est ridicule, pour contrôler le vernis à ongles. Attendez, ils ont donné l'autorisation. Vous croyez que ça se fait comme ça, tout seul, là, l'arrivée à Paris au BHV? Il y a des autorisations qui sont données. Donc ils ont donné cette autorisation, ils savent que les produits ne sont pas conformes aux normes, et notamment tous les produits de cosmétiques, etc., qui intègrent des produits cancérigènes, qui ne sont pas aux normes européennes, les jouets toxiques pour les enfants, y compris pour les bébés. On a trouvé des jouets, des sucettes pour les bébés, pour faire les dents, là, qui sont toxiques, et ils font semblant de découvrir que les autorisations ont été données. Donc c'est irresponsable. Oui. Et la jeune génération ne comprend pas. Elle se dit, mais attendez, il y a l'Europe, on nous dit qu'il y a des normes, qu'on est protégé, qu'il y a la réglementation. On subit cette réglementation parfois, effectivement, en termes de concurrence déloyale. Et ça ne sert à rien, puisque les marchés sont ouverts à tous les vents des productions qui ne respectent pas ces normes. Oui, parce qu'il y a un réel besoin en matière de pouvoir d'achat et que ces plateformes vendent des produits, évidemment, à moindre coût. Bien sûr. Mais si elles étaient à leur prix, elles ne seraient peut-être pas à moindre coût. Si le prix, vous voyez, si la marchandise intégrait les coûts de tout ce que je vous dis, le coût du transport, le coût de la pollution, le coût du dérèglement climatique, le coût de l'utilisation des routes, le coût du recyclage des déchets, le coût du recyclage des emballages, elle ne coûterait pas si peu cher. Oui. Donc finalement, elles se font de l'argent sur le consommateur. C'est le consommateur qui paye ces coûts des plateformes internationales et qui s'enrichissent de façon extravagante. C'est extravagant. Aucun être humain ne peut avoir accumulé autant de centaines de milliards que le patron d'Amazon. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas correctement. Oui, mais Ségolène Royal, dans ce livre, vous parlez aussi de la question de l'autorité, des jeunes, de l'éducation, dans une société où la violence quotidienne, où on y assiste et où, effectivement, il y a peut-être une perte de repère aussi de l'idée de citoyenneté. Et au fond, vous dites, on peut restaurer tout cela dans une société fracturée. Bien, je pense. Je pense qu'on peut restaurer ce que j'appelle les racines, on peut restaurer les repères, on peut restaurer la juste autorité en restaurant la confiance en l'avenir. Et vous savez, le signe le plus grave de cette perte de confiance, c'est la chute de la natalité. Alors certains nous parlent de réarmement démographique, je trouve ce concept d'ailleurs en ridicule. Il ne s'agit pas de réarmer démographiquement, vous dites ça aux femmes, elles feront encore moins d'enfants si vous leur dites que c'est pour réarmer. En revanche, la question de la jeune génération qui soit éco-anxieuse, soit on lui dit vous, votre génération, vous n'aurez pas de retraite, votre génération, vous n'arriverez plus à vous nourrir correctement. Elle se dit, mais comment je vais mettre au monde des enfants? Et puis leur demander demain de m'entretenir quand je serai dans le grand âge. Donc, cette peur de l'avenir, cette instabilité par rapport à la destruction du modèle social français attaque très directement l'envie d'avoir des enfants. On est revenu, vous rendez-vous compte, à la natalité d'il y a un siècle, de 1925, comme si finalement tout ce qui a été fait dans les politiques familiales à la Libération s'était effondré. Oui. Et moi, ça me fait particulièrement mal au cœur parce que j'étais ministre de la Famille, j'étais ministre de l'Enfance, je conseillais François Mitterrand sur les questions de démographie à l'Élysée et on regardait régulièrement l'évolution de la natalité. Et quand il y avait un fléchissement, on se disait où est-ce qu'il y a un problème. On voyait par exemple dans les bassins d'emploi où il y avait des graves crises industrielles, et bien parfois, effectivement, que la natalité diminuait. Et donc, on rectifiait ça parce qu'on se disait que la France avait réussi à faire ce modèle extraordinaire d'avoir le taux de natalité le plus élevé et le taux d'activité féminin le plus élevé.
grâce au service public, grâce à la qualité aussi de la naissance. Et aujourd'hui, je le dis dans mon livre, on est passé même pour la mortalité infantile du 1er rang au 25e rang. Vous pouvez le croire, ça, alors que toute la médecine néonatale était quelque chose d'extraordinaire, une exception française. Même là-dessus, on a reculé. Mais vous les voyez réagir au gouvernement ? C'est l'indifférence. Alors, c'est la plus absolue. Oui, c'est des histoires de femmes. Ben non, ces histoires-là, soi-disant des histoires de femmes secondaires, c'est l'essentiel, ça devrait être l'essentiel de la politique. Mais c'est ce que vous avez entendu, j'ai presque dire toute votre C'est ce que j'ai carrière, entendu toute ma des vie. histoires de femmes. C'est comme là, de- vous citez, on vous disait de vous, elle n'a pas d'équipe, sauf quelques utérus à Utérus à pattes. pattes. C'est une boiteuse, une bécassine, une illusion, une impasse, pour pas dire des choses encore plus grossières. Plus grossières. À votre Et j'avais égard. même- Et fameuse phrase, et qui va garder les enfants? C'est ça. Et j'avais les mêmes diplômes qu'eux. Vous voyez, j'avais plus d'expérience qu'eux. J'étais déjà élue, j'étais déjà députée, j'avais été ministre. J'avais les mêmes diplômes qu'eux. Mais non, mais comme j'avais 4 enfants, j'étais une bonne à rien, que j'aille m'occuper de mes enfants. Mais au contraire, je veux dire, tout le monde aujourd'hui s'interroge, les parents, les grands-parents, sur qu'est-ce qu'on va transmettre à nos enfants. Quel monde on va leur laisser. Vous reprenez cette Pourquoi phrase. Pourquoi il y a tant de guerres? Pourquoi... Oui. Vous voyez, la seule guerre légitime, je vais vous dire, c'est la guerre contre le réchauffement climatique. Et souvent, les sages disaient, je me souviens à la COP, on disait, mais au fond, si le climat était une banque, il y a longtemps qu'il aurait été sauvé. Et quand les jeunes d'aujourd'hui voient dégouliner l'argent sur les industries de l'armement, au lieu de faire un effort diplomatique et d'anticiper et d'empêcher la résurgence des conflits à nos portes, parce qu'on a besoin d'investissements dans la lutte contre le dérèglement climatique. Et ces investissements-là, ils sont positifs. Ils créent de l'activité, ils créent de l'emploi. Oui. Et comme je le disais tout à l'heure, dans les pays pauvres, ils luttent contre la misère. L'accès au soleil, en Afrique, il y a 600 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité. Et donc, pour que l'Afrique puisse aussi valoriser ses ressources du sous-sol, elle a besoin d'accès à l'énergie. Et donc, si l'Afrique a accès à l'énergie, elle a accès à la valorisation de ses ressources au lieu d'être pillée. Et donc, elle crée des emplois pour les jeunes. Et donc, si les jeunes ont des emplois, ils ne vont pas dans l'émigration. Donc, vous voyez que même l'équilibre de la planète, l'équilibre humain de la planète, il s'inscrit dans la lutte contre le dérèglement climatique. Oui. Vous identifiez aussi quelque chose que vous appelez le virilisme. Le virilisme toxique. Vous dites, il n'y a pas la virilité, mais au fond, c'est aussi ça que vous avez subi. C'est ça. C'est cette façon de voir le monde et de voir la politique aussi. Ça. C'est quoi le virilisme? Le virilisme toxique, c'est ça. C'est ce que j'oppose à la masculinité positive. C'est de rentrer dans cette logique de lutte de testostérone, de bagarre. On le voit dans la politique, hein, de bagarre, de brutalité, de mépris, mais même la façon dont ont été traités les gilets jaunes. C'est du virilisme toxique. C'est au lieu de se dire comment je fais pour être bienveillant, pour faire du bien au peuple dont j'ai la responsabilité, pour que les gens qui ont du souci, qui ont peur, qui descendent dans la rue pour manifester, on réponde à leurs problèmes avec bienveillance et tendresse, on leur tape sur la figure. Vous dites la politique, c'est un acte d'amour. Vous acte avez des d'amour. mots comme Ben ça oui. dans ce livre? Ben oui. Présider, c'est aimer, vous voyez. Et quand vous avez des responsables politiques qui n'aiment qu'eux-mêmes, qui sont dans leur ego, qui se demandent pour chaque décision, mais est-ce que ça va être bon pour ma popularité ou pas? Et je dis, mais combien de fois j'ai entendu, quand je m'occupais de la lutte contre les abus sexuels sur les enfants, c'était difficile, vous savez, les premières circulaires contre les pédophiles dans l'éducation, j'en ai entendu, en disant, mais non, mais c'est secondaire, mais tu vas porter préjudice à tout le monde, mais tu vois des pédophiles partout, mais ceci, mais cela. Les premières luttes contre le harcèlement, c'est moi qui les ai mis en place, contre le racket. La loi contre le bizutage, ça a été très difficile. On m'a dit, mais non, mais les grandes écoles, tu vas leur porter préjudice, c'est pas bien grave, un viol par-ci, par-là, mais qu'est-ce que ça peut faire? Ça leur fera des bons souvenirs. J'ai entendu des choses comme ça. Et surtout, j'ai entendu dire, mais qu'est-ce que ça te rapporte? Pourquoi tu fais ça? Tu les connais pas, les victimes? Et un jour, j'ai reçu des parents que je ne connaissais pas, dont le fils était mort lors d'un bizutage dans l'école supérieure de commerce de Paris. On les avait traînés tout nus dans la neige, etc., les imbéciles. Donc, il avait fait boire de l'alcool. Donc, tous les morts dans les bizutages, ça ne remontait pas à la surface. Hein. Et on m'a dit, mais pourquoi tu le connais, tu ne les connais pas, à quoi ça sert? Ou les enfants victimes de pédophiles dans l'école, que j'ai accompagnés au tribunal, j'ai témoigné devant la commission Bétaram. Je disais, mais j'allais avec les parents devant le tribunal pour être avec eux tellement les parents étaient désespérés. Donc en fait, on ne Et voulait disait, pas mais voir. à quoi ça sert? Mais tu les connais pas, à quoi ça sert? Ça va rien te rapporter. Je dis, mais la politique, elle n'est pas là pour rapporter à nous. Elle n'est pas là dans une logique, vous voyez, d'autosatisfaction.
Elle est là pour faire du bien et pour régler les problèmes. C'est différent. Oui, oui. Ce que vous dites au fond, Ségolène Royal, vous dites, je vous cite, ne laissez pas ceux qui vous ont dépossédé vous voler aussi l'espérance. En fait, vous vous adressez à cette génération, vous avez le sentiment que c'est une génération perdue, c'est une génération à qui on va laisser l'héritage de la dette, l'héritage évidemment d'une planète souillée. Oui, c'est une génération dépossédée. Je dirais même que c'est une génération racketée. Et c'est vrai que je termine ce livre par une lettre d'encouragement à cette génération dépossédée, pour leur dire ne vous laissez pas faire, en espérant aussi que les responsables politiques vont prendre conscience de ça et ne pas vous transmettre ces dettes de toute nature, la dette morale, la dette sociale, la dette budgétaire, bien sûr, la dette climatique. On n'a pas le droit de laisser cette dette. Et c'est pour ça que je fais aussi la comparaison entre l'amour maternel et la politique. C'est de dire, mais finalement, aimer un peuple, c'est comme aimer ses enfants. C'est-à-dire souhaiter qu'ils prennent confiance en eux, les encourager, pas leur taper sur la tête, les valoriser, pas les dénigrer, ne pas les isoler et leur dire qu'ils sont capables de réaliser de grandes choses. Et quand tous les jours les Français entendent qu'ils sont nuls, qu'ils comprennent rien à rien, qu'on va décider à leur place et surtout pas leur expliquer, comment voulez-vous qu'ils grandissent et qu'ils aient confiance ? C'est pas possible. Mais la politique peut être la solution. Vous pourriez évidemment être à nouveau candidate à une élection présidentielle, par exemple, Ségolène Royal ? Non, mais je comprends que vous me posiez la question, mais vous voyez, le fait même de passer du constat. Mais c'est comme ça aussi qu'on fait changer les choses. Oui, mais je ne veux pas non plus, moi, tomber justement dans la toxicité de la politique en ayant prétendre que je peux représenter ça. Mais c'est vrai que je crois que ça, c'est un projet présidentiel, au fond. C'est un projet présidentiel, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même l'urgence. C'est-à-dire que si on arrive à redonner confiance à la nouvelle génération, à se dire, mais on a encore plein de choses positives à faire ensemble, et vous avez votre place dans cette société, vous allez créer, vous allez cesser d'angoisser, mais ce serait un succès de la politique formidable. Et vous voyez, hier, à Brive, il y a une jeune fille qui est venue me voir et qui me dit, mais... Donc je lui dis, qu'est-ce que vous faites ? Elle me dit, je suis en terminale. Et je dis, qu'est-ce que vous voulez faire après ? Elle me dit, je vais faire de la recherche scientifique. Je dis, c'est formidable, la recherche scientifique, où est-ce que vous allez vous former ? Elle me dit ceci. Elle me répond ceci, écoutez-moi bien. Je ne sais pas. Et je vais vous dire, Parcoursup m'angoisse plus que le bac. Ouais. Et je me suis dit, mais comment est-ce qu'on traite ces étudiants ? Comment est-ce qu'on traite ces bacheliers avec Parcoursup ? Alors les privilégiés, ils mettent leurs enfants à Londres, je ne sais où, puis après ils reviennent en France, et puis il n'y a plus Parcoursup. Et puis les autres, on les angoisse. Et là, on n'est pas loin, on est en décembre. Et cette jeune fille ne sait pas où elle va s'inscrire. Notre génération, on n'a pas subi ça. Pourquoi est-ce qu'on fait subir ça à la nouvelle génération ? C'est d'une cruauté sans nom. Ça n'a pas de sens. On devrait être heureux de faire des études après le bac, vous voyez ? Ou avant, mais pas être angoissé de savoir où est-ce qu'on va atterrir. Ça m'a fait mal au cœur, en fait. Merci Ségolène Royal. Mais qui va garder les enfants est publié chez Fayard. Donc c'est ce récit. Vous dites d'ailleurs c'est un programme présidentiel. Voilà, on l'a bien compris. Oui. Ça peut être un programme donc, présidentiel. Tout le monde peut s'en saisir. Hein. Merci beaucoup Ségolène Royal d'avoir été notre invitée aujourd'hui.